Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment j'essaye de vous bombarder le contenu de qualité sur cette chaîne. J'ai l'impression que les vidéos vous plaisent de plus en plus, donc si c'est le cas, éclatez-moi d'ores et déjà les pouces bleus sous celle-ci qui s'annonce absolument épique et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Ça vous prend 2 secondes, moi ça me fait super plaisir et surtout ça permet de faire progresser la chaîne et de pouvoir vous offrir des vidéos de qualité de plus en plus sympas, sourcées et divertissantes, et je pense que c'est exactement ce que vous voulez. Dans cette vidéo mes soldats, aujourd'hui on va faire un truc qu'on m'a beaucoup demandé, c'est un thème qu'on m'a beaucoup réclamé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au fil de mes voyages depuis l'année dernière, j'ai eu à cœur d'étudier les régimes typiques de certains des pays dans lesquels j'ai séjourné, à savoir le Mexique, la vidéo est là, le régime américain, la vidéo ici, et plus récemment le régime canadien, c'était vraiment cool, et la vidéo est également ici. Cette série de vidéos que vous appréciez énormément ne pouvait pas se poursuivre dignement sans faire une halte dans le pays que vous attendez probablement le plus et qu'on me réclame depuis le début, c'est-à-dire j'ai nommé la France, et puisqu'on est aujourd'hui à Paris, je vais en profiter pour vous tourner aujourd'hui dans cette vidéo une journée où je ne mange que le régime typique français, petit déjeuner, déjeuner et dîner. On va manger 100% français toute la journée et je vous amène avec moi dans mon assiette. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Comment parler ou planifier un petit déjeuner en plein Paris sans faire ça dans un des cafés les plus iconiques de la vieille cité? J'ai nommé les Deux Magots, ici en plein cœur du 6e arrondissement et du boulevard Saint-Germain, un endroit popularisé dans les années 1920 par notamment les surréalistes et André Breton, et ensuite fréquenté par tout le Gotha littéraire et intellectuel français dans les années à suivre, et par des artistes et écrivains et hommes et femmes de lettres aussi célèbres que Picasso, Hemingway, Malraux, Gide, Sartre, de Beauvoir, etc. et tutti quanti. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire l'honneur de vous amener dans ce lieu absolument emblématique de la capitale pour pouvoir s'offrir un des petits déjeuners les plus français qui soit, c'est-à-dire tout simplement une magnifique petite boisson chaude, un jus d'orange pressé parce qu'on aime quand même bien les produits naturels et les vitamines, le fameux magnifique croissant des Deux Magots, ainsi que ces petites tartines de pain, beurre de Normandie et confiture. On fait les choses bien aujourd'hui, mes petits potes. Love is love. Love is love. Yo. Monsieur et Madame Tartine, une jeune fille, comment l'appelle-t-il? Kimberley Tartine. Alors je vous apprends rien, hein, le petit déjeuner typique français est très généralement assez sucré, basé manifestement beaucoup sur les glucides et un petit peu sur les lipides, notamment avec le beurre et les pâtisseries, et assez pauvre en protéines malheureusement. C'est pas ouf en termes de santé. Cela dit, généralement les Français rattrapent ce petit écueil avec les repas à suivre dans la journée. Comme vous allez vite le constater, sont relativement riches en produits d'origine animale et en protéines. Si vous avez la chance d'avoir des potes boulangers ou pâtissiers, demandez-leur à quel point, en vrai, techniquement, la confection d'un croissant est compliquée. Si je dis pas de bêtises, ça doit cuire à une température extrêmement précise de 110 degrés, sans quoi le beurre pisse complètement le long de la pâte et ça vous fait un croissant large comme ça. Pas assez cuit, la pâte prend pas, etc. C'est plié, replié. Un croissant, en vrai, qui a l'air d'être une spécialité française, certes, mais hyper simple, accessible et prosaïque. En réalité, je pense qu'en pâtisserie, c'est probablement un des trucs les plus compliqués pour être réalisé correctement, et c'est aussi ça qui fait la magie de la gastronomie française et sa beauté, c'est que parfois les produits les plus simples sont les plus savoureux, mais parce qu'ils reposent sur une base technique et de maîtrise de compétences culinaires qui est extrêmement développée.
une des habitudes alimentaires bénéfiques à la santé et au régime des Français est le fait que proportionnellement et par rapport à certains autres pays, ils négligent les fast-foods et passent un petit peu plus de temps dans les restaurants parce que 33% des Français vont au restaurant au moins une fois par mois. Et la bonne nouvelle par rapport au fast-food, c'est que généralement les rations sont un petit peu moins caloriques et surtout elles sont confectionnées, comme vous allez le voir, avec des produits un peu plus traditionnels, d'un peu meilleure qualité, avec des lipides de moins mauvaise qualité, moins de graisse trans, moins de produits frits, extrêmement enrichis en sucre et en graisse de toutes sortes. Néanmoins, la cuisine traditionnelle française, vous le savez pertinemment, est quand même assez riche, elle est conviviale, elle est opulente, elle est généreuse. Et quoi de mieux pour vous montrer un déjeuner typique à la française que de faire ça dans un lieu emblématique parisien créé en 1947 et qui n'est autre que le Pied de Cochon afin de déguster quelques spécialités de notre chère cuisine nationale. Je pense que vous allez être servi. Alors un des trucs importants et généralement c'est caractéristique parce que c'est assez rare dans les autres pays du monde, c'est qu'en France au restaurant quasi systématiquement on vous amène du pain avant même de commencer le repas. Le pain est un des aliments les plus consommés et les plus habituels et traditionnels dans la cuisine française. À l'époque, depuis le Moyen-Âge et depuis de très longues années, les Français consommaient du pain avec à peu près tout parce que c'était assez facile à produire et assez bon marché, avec de la soupe, avec des légumes, etc. Et le pain a gardé depuis toutes ces années sa place dans le régime des Français et il accompagne maintenant systématiquement quasiment tous les repas, du petit déjeuner au déjeuner en passant par le dîner évidemment. Ce qui est une relativement mauvaise nouvelle pour les gens qui sont intolérants au gluten, mais si c'est pas votre cas, faites-vous plaisir. Bon, la France est aussi un des pays connus particulièrement pour sa consommation de trucs un peu chelous et notamment les mollusques. Par exemple, ces petits gastéropodes à coquilles que sont les escargots ou alors ces petits mollusques marins que sont les huîtres. Clairement, dans la gastronomie française, on est attaché à nos produits un peu spéciaux qui nous sont enviés par les pays voisins ou même lointains et surtout pour lesquels les gens nous regardent un petit peu bizarre parce que bouffer des escargots pour la plupart des gens c'est assez chelou. Même les huîtres, c'est un cap à passer généralement. Je vous le disais, le pain en France est tellement important que même si on vous amène du pain au début du repas, il n'est pas impossible qu'on vous en ramène aussi pour déguster les huîtres. Et en France, on boit de l'alcool à table, ce qui m'arrive très rarement, mais puisque aujourd'hui on fait à Sparte comme chez les Spartiates, une petite bière pour le goût. Le fait qu'on mange dans la cuisine et la gastronomie française pas mal de mollusques et surtout de fruits de mer, c'est une excellente nouvelle pour la santé parce que les huîtres notamment sont extrêmement riches. Alors en protéines certes, mais la quantité que vous en avez n'est pas incroyable vu la taille de l'animal, mais surtout en micronutriments comme le zinc. Et le zinc, c'est extrêmement précieux pour l'ensemble des échanges métaboliques, cellulaires et le bon fonctionnement du corps humain. Alors il se trouve que le plat préféré des Français, ou les plats préférés des Français, parce que selon les données on a du mal à les différencier, sont le poulet rôti et le magret de canard. Et ce qui se rapproche le plus d'un magret de canard dans cette institution traditionnelle parisienne, c'est un confit de canard, mes petits potes. Donc nous voilà face à un confit de canard de compétition. C'est une absolue tuerie, je pense. Je vais me faire un plaisir de le déguster pour vous, sous vos yeux ébahis. Traditionnellement, on mange beaucoup de viande en France, notamment au repas de midi. Encore une fois, un déjeuner digne de ce nom, sans dessert, ne serait pas un déjeuner digne de ce nom. On est donc parti sur une petite crème brûlée. Ça, c'est une cuillère à soupe, hein. Voilà la taille. Très français, très typique. Petit rituel typique aussi. Bon, mes soldats, pour ce troisième et dernier pas de notre journée, je me suis très clairement fait niquer parce que je voulais vous emmener dans un endroit absolument emblématique de la capitale pour vous livrer cette dernière partie de la vidéo qui n'est autre que l'analyse sociétale et nutritionnelle de la vérité du régime français. Et en fait, malheureusement, le restaurant que j'avais choisi, qui est mis à part ça génial, qui s'appelle Coco, qui se trouve à l'intérieur du Palais Garnier, donc juste derrière l'Opéra, propose une espèce de spectacle musical hyper bruyant le soir, ce que j'ignorais. Et du coup impossible de filmer primo parce qu'on s'entendait absolument pas et deuxio probablement parce que les musiques qui en plus étaient jouées risquaient fort de démonétiser la vidéo, donc l'un dans l'autre c'était assez peu pratique. Donc je vous mettrai quelques petites images de ce délicieux dîner à l'écran dans lequel on a pu déguster des coquillettes à la truffe et au jambon évidemment français, un pur délice. Moi j'ai pris une énorme pièce de viande avec un petit morceau de foie gras par dessus et en dessert on s'est fait une
autre spécialité bien de chez nous, un petit pain perdu qu'on avait retrouvé pour l'occasion et qu'on a déglingué et c'était absolument délicieux, petit sucre caramélisé, cannelle, etc. Monstrueux. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller faire un tour dans ce resto, le cadre est vraiment cool, l'animation, la soirée et puis la qualité de la nourriture, tout est vraiment au top, allez-y, je pense que vous ne serez pas déçus. L'analyse assez brève que je voulais vous livrer dans cette vidéo et qui est pour moi le cœur de l'intérêt de la problématique du régime français, c'est une espèce de paradoxe qui a été tracé par les sociologues et les nutritionnistes depuis maintenant quasiment une trentaine d'années et qui s'appelle le paradoxe français. Si on observe les chiffres et les habitudes des Français, on se rend compte que dans l'esprit des gens, on mange quand même des trucs assez gras, on mange beaucoup de beurre, on mange beaucoup de fromage, on mange pas mal de pain, on mange beaucoup de produits laitiers, on mange beaucoup de viande, beaucoup de poissons. Ne bouge pas ma chérie, ne bouge pas ma chérie, on va juste... c'est rien. Là, c'est rien. On a des repas assez copieux et on est connu, mine de rien, pour notre gastronomie qui est quand même très opulente. Donc si on se penche sur des statistiques et des chiffres réels, factuels, parce que vous savez que j'ai à cœur d'appuyer mes déclarations sur des faits le plus scientifiques possible et des données plutôt que de brasser du vent, on se rend compte que malgré le fait que les Français mangent quand même des trucs extrêmement riches et qu'on est vu à l'étranger notamment pour notre gastronomie qui est extrêmement opulente, bah malgré tout, on a une population qui est moins en surpoids et moins obèse que beaucoup d'autres pays du monde, notamment outre-Atlantique, qui, malgré eux, connaissent une détérioration profonde des conditions de santé de leur population. Aux États-Unis, on avait 74% des gens qui étaient en situation de surpoids. Au Mexique, on a plus de 60% des gens qui sont en surpoids, avec plus de 30% des gens qui sont en obésité. C'est des chiffres qui sont énormes. L'obésité aux États-Unis approche quasiment les 50%. De mémoire, j'ai plus les statistiques de la vidéo en tête, mais c'était monstrueux. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle était vraiment hyper intéressante et je vous y renvoie encore une fois juste ici. En France, les chiffres, malgré nos apparentes habitudes alimentaires extrêmement franchouillardes, sont moins graves que ça. On a une prévalence du surpoids d'après les dernières études de 2015 qui monte à 49%, donc on est très loin du genre 74%, qui équivaut quasiment à 3/4 de la population américaine. Ici, on est juste en dessous en France de la moitié de la population. C'est déjà énorme, mais c'est quand même pas autant que nos voisins d'outre-Atlantique. Et pour ce qui est de l'obésité, on est à 17%. C'est des chiffres qui sont quand même importants. Ça veut dire qu'une personne sur 5 en France est en situation d'obésité et que quasiment une personne sur 2 est en situation de surpoids. Et on n'est pas encore, j'espère qu'on n'y viendra pas, mais au niveau de nos voisins outre-Atlantique ou même outre-Manche, parce qu'on sait que outre-Manche, manche longue, manche courte, demi-manche, manche raglan, bref, que nos voisins britanniques ou anglo-saxons. Et ce qui m'intéresse dans cette analyse, pour terminer cette vidéo, c'est les raisons pour lesquelles on n'en est pas là. Et il y a quelques invariants de notre culture gastronomique et culinaire et de nos habitudes nutritionnelles françaises qui sont extrêmement importants à mon sens et qu'il est important de discerner pour voir ce qui, paradoxalement, nous protège de cette vague complètement incroyable de surpoids et d'obésité qui nous frappe d'une certaine façon, mais quand même à moindre mesure par rapport aux autres pays, vous l'avez compris. Ce qui est drôle, c'est que ce paradoxe français, qui n'est en fait rien d'autre qu'un artefact résultant des études observationnelles, qui sont des études dans lesquelles on prend une population, on regarde ce qu'elle fait, on étudie ce que les gens font, et ensuite on en tire des données. Donc c'est une étude a posteriori, on n'a pas de modification des modes de vie sur les populations et les sujets étudiés, mais on a entre les années 90 et les années 2000-2010 tout un tas de pignoufs qui écrivent des bouquins genre The Fat Fallacy, The French Diet Secrets to Permanent Weight Loss, ok, The French Don't Diet Plan, ok, 10 Simple Steps to Stay Thin for Life, comme les Français, ok, French Women Don't Get Fat, ok, pourquoi, Cholesterol and the French Paradox, ok, et même The French Women Don't Get Fat Cookbook, en mode apprenez à cuisiner comme une fat française pour bouffer absolument ce que vous voulez, invitez vos amis, faire des énormes gueuletons et ne pas prendre un gramme. Ça va même plus loin puisque des mecs comme Pierre Ducan, l'inventeur du régime Ducan, va jusqu'à sous-titrer son régime qui a fait un carton et qui a fait de lui un multimillionnaire. Et le régime Ducan, même si vous savez pas que ça a été créé par un médecin français, bah c'est probablement quelque chose que vous avez déjà entendu. Le sous-titre de son bouquin, c'est The Real Reason the French Stay Thin, c'est-à-dire la vraie raison pour laquelle les Français restent sveltes, minces, ou ne prennent pas de poids, ce qui est une hérésie absolue, parce que c'est la manipulation d'une caractéristique sociologique pour montrer que peut-être les Français détiennent un secret absolu et que si vous arrivez à vous l'approprier et à assimiler leur comportement nutritionnel, vous allez pouvoir faire la même chose et vous aussi manger du pain, du fromage, du beurre et du foie gras à volonté sans jamais prendre de poids. Et ce qui m'intéresse et le secret que j'ai envie de vous délivrer dans cette vidéo, c'est justement les observations un petit peu plus logiques et intelligentes que certains sociologues et
les chercheurs ont fait de ce French Paradox et les invariants qu'ils ont repérés dans nos habitudes alimentaires qui nous permettent effectivement de pouvoir faire les choses de façon un petit peu différente, probablement un petit peu plus optimale que l'ensemble des autres populations qu'on a déjà mentionnées, et donc peut-être d'avoir l'impression qu'on mange des trucs qui sont extrêmement riches et copieux, tout en limitant la casse et en évitant d'être complètement en surpoids et en obésité comme ces autres pays. Et selon les chercheurs, mes soldats, et je vais me mettre ici pour changer un peu de décor, il y a 3 facteurs principaux qui constituent ce French Paradox. Déjà, tout premièrement, même si les gens ailleurs dans le monde ont l'impression qu'on bouffe comme des petits gros, on bouffe très clairement moins de la merde que la plupart des pays qui subissent ces grosses crises d'obésité et de surpoids. On mange des graisses de meilleure qualité qui sont intégrées à des matrices alimentaires dans des produits beaucoup plus naturels, avec beaucoup plus de protéines, dans des viandes, dans des poissons, et pas simplement des graisses trans extrêmement manufacturées et des graisses végétales extrêmement hydrogénées dans des produits qui contiennent aucune fibre, aucune satiété, aucun volume alimentaire et aucune protéine. Donc des aliments de bien meilleure qualité et bien meilleurs pour la santé, même si oui, certes, ils contiennent des lipides souvent. Le deuxième point capital, c'est la taille des portions. Si vous êtes allé aux États-Unis, vous savez exactement de quoi je parle. On a en France la chance d'avoir dans le commerce, dans la grande distribution et aussi dans les restaurants, certes, beaucoup de choix et des trucs relativement riches, mais sur des petites portions. Quelqu'un qui dit ouais, je mange du fromage tous les jours et qui prend un petit morceau de clacos comme ça, il va peut-être s'envoyer 80, 100, 140 cales de camembert avec son petit bout de pain en plus, mais ça n'a rien à voir avec bouffer 3 donuts ou manger un énorme Big Mac ou manger un paquet d'Oreo ou un paquet de Cheetos ou de Doritos. Réellement, la taille des portions influence de façon énorme l'apport alimentaire ad libitum, c'est-à-dire ce que vous mangez si vous ne comptez pas vos calories, simplement en suivant votre satiété et les signaux de votre faim. Et on a des expériences là-dessus qui le montrent de façon extrêmement simple. On donne un paquet de popcorn aux gens à l'entrée des cinémas et en fonction de la taille du paquet de popcorn qu'on leur donne, si on leur donne un petit paquet, ils en mangent 90% du paquet, mais 90% d'un petit paquet. Si on leur donne un paquet monstrueux qui fait 2 kilos, ils en mangent quand même 90% et ils triplent leur apport énergétique. Donc la taille des portions est extrêmement importante. Et le troisième et dernier facteur qui est capital et que j'aimerais que vous reteniez, c'est la qualité de nos habitudes alimentaires et de nos comportements vis-à-vis de la nutrition et de l'alimentation. En France, on a à cœur de faire 3 repas, de manger assis, de faire un petit déjeuner, de faire un déjeuner, de faire un dîner, de manger à heures régulières. Combien de fois avez-vous entendu dans la bouche de vos parents, je l'espère en tout cas, on grignote pas entre les repas, on mange pas entre les repas, on mange à table, on mange assis, on pose son téléphone, on regarde pas la télé pour manger. On n'a pas les habitudes alimentaires complètement éclatées et dissolues de beaucoup de pays dans le monde dans lesquels les gens snackent énormément. La moitié de leur apport énergétique quasiment provient du grignotage et des trucs qui sont forcément hyper denses caloriquement, hyper sucrés, hyper gras, hyper transformés. Et on a ces habitudes en place qui font qu'on bénéficie d'une meilleure assimilation et absorption des nutriments, qu'on mange quand on doit manger, quand nos corps sont préparés à manger et que surtout on prend le temps de se faire plaisir, de manger les trucs qu'on aime, mais surtout de mettre un peu d'attention et d'amour dans nos préparations. Et forcément, vous bouffez pas la même merde quand vous passez 20 minutes à cuisiner une viande, un poisson, une salade ou un plat familial, plutôt que si vous allez simplement au driving du coin, vous envoyez 3 Big Mac et sinon. Voilà mes soldats, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur le régime français. Pour moi, c'était extrêmement important de faire un point scientifique sur la réalité de la structure de notre alimentation, ce qui fait que mine de rien, on arrive à conserver un petit avantage en termes de santé sur l'ensemble des autres pays qui se font balayer par des vagues de surpoids et d'obésité. Si on doit retenir, je pense, une chose capitale dans la structure de notre alimentation, c'est la force et la qualité de nos habitudes alimentaires traditionnelles, c'est-à-dire prendre du temps pour manger, manger des produits frais, naturels et le moins transformés possible, manger à table, prendre du plaisir dans ce qu'on mange et passer du temps à préparer sa nourriture, à la cuisiner, à sélectionner ses aliments parce que forcément, vous mangez moins et vous mangez moins de la merde quand vous passez 25 minutes à cuisiner une salade, un plat, une viande, un poisson, etc. plutôt que quand vous passez en voiture, en drive-in, dans n'importe quel fast-food qui est à côté de l'endroit où vous travaillez et que vous attrapez un truc en vitesse dans un sachet à peine décongelé et que vous mangez ça devant votre ordinateur au travail sans même voir ce que vous mangez ni vous souvenir de ce que vous avez ingurgité 10 minutes après. Voilà mes soldats, si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, vous savez exactement quoi faire. Éclatez-moi les pouces bleus après avoir cliqué sur le petit bouton rouge sur lequel il est marqué s'abonner. Si vous me voulez voir tester pendant une journée ou plus un type de régime que vous auriez à cœur, éventuellement à la faveur d'un prochain voyage ou d'une prochaine exploration culturelle, dites-le moi en commentaire juste en dessous. Et quant à moi, vous le savez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bye. Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl, I've been balling.
Là, c'est rien. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.